Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Tania McDonald, directrice de programme à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Allez-y. Merci, bonjour et bienvenue à ce 6e webinaire de la série Prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, nous aurons deux exposés bien différents. Un qui se concentrera sur la réintégration des partenaires essentiels de soins dans les établissements de santé. Bon, évidemment, dans ce cas-ci, surtout avec un point focal sur les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées, alors en collaboration avec le programme Essentiel Ensemble. Et nous aurons aussi un exposé sur les ressources de l'Agence de santé publique du Canada. Alors, je vais moi-même animer cette séance depuis mon bureau à Ottawa et je reconnais que mon bureau à Ottawa se trouve sur le territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe. Comme toujours, nous sommes heureux d'offrir cette série de webinaires en français et en anglais. Le numéro pour se brancher à l'audio en français est affiché à l'écran. Veuillez vous servir de la langue de votre choix lorsque vous saisirez les observations dans la boîte de dialogue. Un petit mot pour revenir sur les fondements de ce programme. Le programme SLD+, Soins de longue durée plus, fait fond sur un rapport publié en juillet intitulé Repenser les soins de personnes âgées. Ce programme SLD+, et cette série de webinaires s'appuient sur les constats de ce rapport qui a été mis au point grâce à 40 entretiens avec des partenaires de soins, des dirigeants de soins de santé et des responsables des politiques au printemps 2020, tout de suite après la première vague de la pandémie. Ce rapport met l'accent sur les pratiques prometteuses dans 6 domaines clés qui sont susceptibles de réduire le risque de futures épidémies de COVID-19 ou d'en atténuer les effets, dont la préparation, la prévention, les effectifs, la réponse à la pandémie et la capacité de mobilisation, la planification des soins COVID et non-COVID et la présence des familles. Nous sommes heureux de proposer ce programme en partenariat avec bien des partenaires qui travaillent partout au Canada, qui comprennent l'Institut canadien pour la santé des patients, le BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la CMTS, la Fondation ANC et le MIPS, Manitoba Institute for Patient Safety. Alors, les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont de présenter des recommandations élaborées selon une approche collaborative visant à faciliter la réintégration des partenaires de soins essentiels pendant la pandémie de COVID-19 et introduire un nouveau programme, Essentiel Ensemble, partager des ressources de préparation à la vaccination de l'Agence de santé publique du Canada et partager l'actualité du programme SLD+, et pandémie, à prendre ensemble et les prochaines étapes. Alors, je suis très heureuse de présenter nos conférencières aujourd'hui, mais avant de ce faire, j'aimerais vous remercier d'être des nôtres pour ce cheminement de partage de connaissances. On sait que les moments sont très difficiles pour un grand nombre d'entre vous, car les cas continuent d'augmenter. Et en décembre, on espérait avoir un vaccin. De nouveau, ensemble, en janvier, on constate une augmentation des infections. Alors, je souhaite vous remercier pour votre engagement tous les jours sur le plan de la prestation de soins pour les résidents qui se trouvent dans vos installations. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que vous faites. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse de présenter nos invités. Carole Fancott, qui dirige l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies de participation des patients et des citoyens conçues pour améliorer l'expérience du patient et la qualité des soins. Carole est une professionnelle de la santé qui a plus de 20 ans d'expérience en tant que clinicienne, éducatrice, chercheuse et responsable de soins de santé. Ensuite, Jessie Checkley, qui est responsable principale de l'amélioration au sein de la nouvelle organisation issue de la fusion de la FCISS et de l'ICSP. Elle contribue 17 ans d'expérience dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives pan-canadiennes d'amélioration de la qualité de la FCISS, notamment Essentiel Ensemble, qu'on appelait Meilleur Ensemble autrefois, le programme Faire le pont vers la maison, l'appel à l'innovation en matière des soins palliatifs et le programme Force. Elle a une formation en gestion de projet, en administration des affaires et en comptabilité. Dans la deuxième partie de l'exposé, de la séance d'aujourd'hui, plutôt, nous entendrons Brina Warshawski, qui est conseillère médicale au Centre de l'immunisation et des maladies respiratoires infectieuses de l'Agence de santé publique du Canada. Elle est également professeure adjointe au département d'épidémiologie de biostatistique de l'Université Western et elle a été présidente du Comité consultatif national de l'immunisation. Alors, pour entendre l'exposé sur Essentiel Ensemble, je cède d'abord la parole à Carole Fancott. Merci pour cette présentation, Tania, et merci de nous avoir invités à partager
les travaux de Essentiel Ensemble, un nouveau programme récemment lancé et un qui s'inscrit très bien dans les pratiques prometteuses de SLD+, c'est-à-dire la présence des familles. Alors, je me trouve ici dans l'ouest de Toronto, le territoire traditionnel non sonné des Wendat, Anishinaabe et des Mississauga du Crédit, ainsi que des Haudenosaunee. Et je suis très heureuse de pouvoir vivre et travailler ici. Jessie et moi allons partager les travaux d'Essentiel ensemble. Je vais commencer par un peu de contexte et peut-être d'abord vous présenter les données. Pourquoi s'attaque-t-on à ce programme maintenant? Essentiel ensemble est un nouveau programme qui vise à aider les organisations et les professionnels de la santé. Et dans ce cas-là, on parle de milieux hospitaliers, d'établissements de soins de santé, de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Nous cherchons à aider à la réintégration des partenaires essentiels de soins pour qu'ils puissent aider leurs proches. Alors, je vais commencer par présenter les éléments fondamentaux de la présence des familles. Cela s'inscrit dans une philosophie de soins centrés sur la personne. Il y a 3 éléments principaux auxquels je souhaiterais m'attacher sur le plan de la présence des familles, qui fait partie des soins centrés sur la personne. La première chose que vous connaissez sans doute déjà, c'est de pouvoir distinguer les visiteurs des proches aidants, c'est-à-dire les partenaires essentiels de soins. Et les proches aidants, qui sont partenaires de soins essentiels, sont plus qu'un visiteur, comme on le disait, dans Meilleur Ensemble. Alors, ce sont des personnes qui participent activement dans les soins à leurs proches résidents de soins de longue durée ou leurs proches hospitalisés. Les soins peuvent être de nature à coordonner les soins, à prendre des décisions. Il peut savoir de gérer les soins aussi, l'hygiène, l'alimentation et d'autres besoins de la vie quotidienne. Mais cela signifie aussi un soutien psychologique qui améliore le bien-être de la personne. Et ces partenaires essentiels sont peut-être des proches, mais ils peuvent aussi être des amis. C'est la personne qui est désignée par le patient et le résident. Et c'est un aspect très important, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un lien biologique. L'autre élément fondamental, c'est qu'il est important que ce partenariat aille bien au-delà des soins directs, mais que l'on pense aussi aux soins au niveau des programmes. On le disait au tout début de cette pandémie, en mars, lorsque des changements ont été apportés rapidement, beaucoup de patients, de résidents et leurs proches aidants, n'ont pas été pris en compte lorsqu'on a pris ces décisions. Et cet engagement est nécessaire pour avoir une approche plus équilibrée, pour reconnaître les risques et les préjudices qui doivent être pris en compte lorsqu'on exclut les proches, les familles des soins. Et ensuite, les pratiques et politiques qui reconnaissent la valeur des familles et des proches aidants au système de soins de santé. Nous savons, à la lumière de rapports récents, que les familles et les partenaires de soins essentiels contribuent jusqu'à 66 milliards et demi de soins non rémunérés à des patients, à des résidents et même à des personnes vivant toujours chez elles. Les avantages sont clairs. Donc, ce que l'on constate, c'est que en fait, la recherche est sans équivoque. Cela a certainement un effet sur le bien-être physique et psychologique du patient ou du résident. Cela permet d'améliorer ses résultats. Et surtout, dans les soins de longue durée, il y a beaucoup de données qui sous-tendent le fait que la présence des familles améliore la qualité de vie, la qualité de soins, mais aussi le bien-être physique et psychologique. Surtout car on aide ainsi à gérer les soins et à réduire les coûts. Et cela permet aussi de protéger la sécurité culturelle du résident, ce qui diminue les risques de dépression, d'isolement social et dans le cas de résidents ou de patients atteints de démence, les symptômes associés à cette affliction. C'est aussi important pour le proche aidant
d'être présent pour renforcer la satisfaction au travail du personnel et la qualité des renseignements transmis. Alors, toutes ces données probantes par rapport à la présence des familles nous a permis d'établir le premier programme Meilleur Ensemble. Meilleur Ensemble a commencé en 2016. Nous tâchions à aider les organismes de soins de santé de partout au Canada de mettre au point et de mettre en œuvre de nouvelles politiques de présence des familles, surtout dans les hôpitaux à l'époque. Et lorsqu'on a commencé ce travail en 2015-2016, on a constaté que ce n'étaient pas tous les hôpitaux qui avaient des pratiques ouvertes. En janvier 2020, on a fait la même étude. Comme étude de suivi, on a constaté que plus de 70% des hôpitaux avaient des politiques ouvertes de présence des familles, ce qui signifiait que les pratiques de soins centrés sur le patient étaient bien installées, mais aussi la reconnaissance de la valeur des proches aidants. Et évidemment, on a constaté un changement radical dès le mois de mars, c'est-à-dire qu'on a fermé les portes. Et ce qui a été le plus préoccupant pour nous, c'était le retour à se libeller de visiteurs, sans reconnaître la valeur des partenaires de soins essentiels, mais aussi la fragilité des pratiques de soins centrés sur la personne qu'on estimait ancré dans le système jusqu'à ce moment-là. Mais au mois de mars, évidemment, on avait toutes sortes de difficultés sur les bras. Alors, c'était compréhensif qu'il y ait des changements radicaux et rapides. On essayait d'endiguer la transmission des infections. Il y avait trop peu de pays et on sait que surtout les établissements de soins de longue durée ont déjà du mal à s'approvisionner en EPI. Mais avec le temps, nous sommes maintenant dans la deuxième vague. De nouvelles données nous permettent de croire que le risque et le préjudice associés à ces restrictions est très clair pour les résidents, pour les patients et pour les proches aidants, les familles, mais aussi sur le personnel. On a constaté dès l'automne le langage changer. On a vu les partenaires de soins et partenaires de soins désignés refaire apparition dans les politiques. Un libellé qui nous a permis de constater que certaines personnes doivent être reconnues pour leur rôle. Alors, malheureusement, beaucoup d'établissements ont du mal à comprendre comment réintégrer ces partenaires essentiels de soins de manière sécuritaire. Alors, c'est pourquoi nous avons créé Essentiel Ensemble. Il s'agit du fondement à ce travail. Ainsi, ce que la FCSS et l'ICSP ont fait pendant l'été, c'était de réunir un laboratoire de politique où on a réuni les parties prenantes, dont ceux qui mettent au point les politiques, ceux qui les mettent en œuvre et ceux qui sont touchés par les politiques, pour ensuite co-élaborer des conseils en matière de politique que vous présentera Jessie. Mais c'est essentiellement la base d'Essentiel Ensemble pour tâcher de réintégrer les partenaires essentiels de soins de manière sécuritaire. Et bien que beaucoup de participants des laboratoires des politiques provenaient du secteur de la santé, les réflexions tirées de cette expérience s'appliquent à tous les milieux, dont les soins de longue durée et les maisons de retraite ou les résidences pour personnes âgées. Alors, je vais à présent vous présenter quelques données qui proviennent de recherches réalisées depuis le début de la COVID, c'est-à-dire comment vraiment réintégrer les partenaires de soins de manière sécuritaire. Et les proches aidants sont-ils un vecteur de transmission? Va-t-on avoir une augmentation des niveaux de transmission dans nos établissements si on admet les partenaires de soins? Et les données probantes récentes nous permettent de croire que ce qui se passait avant la pandémie sur le plan de la transmission des maladies infectieuses et pendant la COVID nous montre que ce ne sont pas les familles ni les proches aidants qui sont généralement responsables des infections. Il y a des études qui montrent que c'est le cas dans les hôpitaux comme dans les établissements de soins de longue durée. Donc, il y a très peu de données qui permettent de croire que les familles augmentent la transmission des pathogènes. Une étude a été réalisée aux Pays-Bas
sur les établissements de soins de longue durée. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'avec l'admission des proches aidants, on n'a pas constaté d'augmentation des transmissions. Donc, c'est conforme à ce qu'on constate dans la littérature scientifique pré-COVID et pour d'autres éclosions, pas seulement la COVID-19. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de chercheurs ont constaté que les infections proviennent d'ailleurs. Et il peut y avoir divers moyens. Mauvais approvisionnement et formation sur l'utilisation de pays. Moins d'adhésion au protocole PCI et aussi d'autres facteurs organisationnels. Les questions d'effectifs, qui sont parfois trop peu nombreux. Et bon, ce que je cite à présent, c'est la littérature scientifique publiée, mais on sait qu'il y a des rapports de cas provenant d'établissements de soins de longue durée où il y a eu des cas où les proches aidants, les familles ont peut-être été des vecteurs de transmission, mais si on consulte la littérature scientifique, ce qui a été décrit, c'est toutes les choses que l'on peut faire pour diminuer le potentiel de transmission et pour rendre la présence des proches aidants la plus proche possible. Et cela sera présenté dans l'exposé que présentera Jessie par rapport, par exemple, au dépistage, non seulement du personnel, mais des proches aidants et aussi des résidents, la mise en cohorte des résidents, le confinement volontaire, la formation en matière de PCI, l'hygiène des mains, toutes ces choses que l'on sait d'ores et déjà, des choses qui permettent de réintégrer les partenaires de soins de manière sécuritaire. Et bon, nous sommes au beau milieu de la deuxième vague. Je pense qu'il faut avoir une approche équilibrée. Il faut faire la promotion des soins centrés sur la personne. Donc, comment le faire ensemble, tout en tenant compte de la perspective non seulement des familles, des proches aidants, mais aussi du personnel pour comprendre ses préoccupations aussi. L'autre élément important dans la littérature scientifique, c'est l'impact des restrictions qu'on a constatées dans la première vague et qui, dans certains cas, ont de nouveau été introduites pendant la deuxième vague. Et ce qu'on a appris d'éclosions précédentes, pendant le SRAS en 2013, par exemple, s'applique tout à fait à ce qu'on constate pour le moment. C'est-à-dire que les résultats sont très négatifs pour les résidents et les patients sur le plan physique et affectif, surtout ceux qui sont en situation vulnérable. On voit des erreurs médicales, des hospitalisations coûteuses, des préjudices sociaux, affectifs, un isolement et aussi, surtout dans les soins de longue durée, des niveaux plus élevés de dépression, de problèmes de l'humeur. Et cela provient de l'étude que je citais aux Pays-Bas, mais aussi un rapport en Colombie-Britannique indiquant que les restrictions imposées sur les visiteurs mènent à des problèmes et des sentiments de confusion, d'abandon de la part des patients et des résidents. Et les familles souffrent davantage car elles sont angoissées, déprimées. Et le personnel hospitalier et l'autre personnel qui travaille dans des lieux d'habitation collective constatent des écarts dans l'obtention des renseignements qu'ils obtiennent, règle générale, des membres de la famille, du résident ou du patient. Ils ont du mal aussi à combler le déficit laissé par l'absence des soins prodigués par la famille ou le proche aidant. Donc, on constate que tout cela s'enchevêtre et au final, si on veut réintégrer les proches aidants de manière sécuritaire, ce sera dans l'intérêt de tout ce collectif. Alors, quels sont les principes fondamentaux de nos recommandations? Eh bien, ça s'aligne sur
soins centrés sur la personne, c'est-à-dire distinguer tout à fait les visiteurs des proches aidants, reconnaître la valeur des proches aidants comme partenaires de soins essentiels et aussi veiller à ce que les proches aidants participent à l'élaboration des politiques. Ils doivent être consultés. Alors sur ce, je vais céder la parole à Jessie Checkley qui vous présentera les détails de ces recommandations de politique et comment Essentiel Ensemble pourra aider les organismes de soins de santé à réintégrer les proches aidants. À vous, Jessie. Merci, Carole. Alors, ce qu'on aimerait dire sur ceci, c'est que les recommandations se concentrent sur deux domaines clés: l'identification et la préparation des partenaires de soins essentiels et l'entrée de ces personnes dans l'établissement. Et bien que le laboratoire des politiques ait évoqué un troisième domaine, à savoir la prestation elle-même des soins, on estimait que si on ne pouvait pas entrer dans l'établissement, il serait impossible, effectivement, de prodiguer des soins. C'est pourquoi on s'est concentré sur ces deux éléments clés. Alors, comme vous le constatez, il y a 7 éléments qui relèvent de ces deux rubriques et surtout, la mise en œuvre des recommandations doit être fondée sur le contexte local. Et les changements apportés au processus et aux politiques ainsi que leur communication doivent être élaborés en collaboration avec les résidents, les clients, les proches aidants et les prestataires de soins pour que l'on respecte les objectifs de chacun. Alors, je crois que Carole a bien expliqué ce que nous avons fait jusqu'à la mi-décembre pour créer notre programme, d'abord par la tenue de laboratoire de politique et ensuite la publication des éléments associés à Essentiel Ensemble que je vais inscrire dans la boîte de dialogue. Je sais que quelqu'un nous posait la question où peut-on trouver les études sur les Pays-Bas, provenant des Pays-Bas et de la Colombie-Britannique. Alors peut-être pouvez-vous les saisir, Carole. Alors, nous avons lancé Essentiel Ensemble le 16 décembre 2020 et ça s'adresse à 3 auditoires, 3 publics. D'abord, les proches aidants, les partenaires essentiels de soins, c'est-à-dire comment peut-on les aider, ainsi que les dirigeants responsables de la mise en œuvre de politiques et les responsables de la rédaction de ces politiques. Alors, comme je le disais, le programme Essentiel Ensemble vise à mise en œuvre les recommandations des établissements de santé. On peut s'en servir dans tous les milieux où on prodigue des soins. Donc, établissements de soins de longue durée, lieux d'habitation collective, hôpitaux, cliniques externes. Donc, c'est vraiment très vaste. Mais on estime que les éléments des politiques sont universels, en ce sens qu'ils s'appliquent à tous ces contextes de divers moyens. Mais ils s'appliquent effectivement. Et quelques mots sur ce que l'on fait avec les prestataires de soins. Eh bien, nous travaillons avec des résidents, des clients, des familles et des proches aidants pour les renseigner et mettre au point des outils pour soutenir leur réintégration. Alors, c'est une combinaison de sensibilisation du public et de travail avec un comité directeur qui permet d'identifier quels outils et ressources s'imposent. Pour les responsables des politiques, on cherche à orienter les décisions concernant la distinction entre les visiteurs et les proches aidants et essayer de les conscientiser à la valeur des partenaires essentiels de soins pour le système de santé. Et Carole vous a parlé de cet effectif non rémunéré qui représente des milliards de dollars annuellement. Alors, nous avons préparé 3 éléments concernant ces groupes. D'abord, c'est l'appel à l'action. Alors, l'appel à l'action consiste à demander à des organisations de souscrire à cet appel à l'action, d'identifier le rôle des partenaires essentiels de soins et de le valoriser, de signaler qu'ils soutiennent ceux qui reçoivent des soins pour qu'ils puissent identifier un partenaire de soins essentiels et qu'ils s'engagent à réintégrer les partenaires de soins essentiels et de les intégrer à l'équipe de soins lorsque c'est sécuritaire. Vous n'avez pas besoin d'apposer votre signature pour confirmer votre adhésion à cet appel à l'action, mais vous pouvez vous inscrire tout simplement, ce qui signifie que vous obtiendrez un soutien pour la mise en œuvre de cette politique.
Alors, nous avons d'abord parlé de cet appel à l'action. Ensuite, nous avons mis au point un outil essentiel ensemble qui aide les organisations à comprendre où elles se trouvent et ce qu'elles ont en place qui permettrait de réintégrer les partenaires essentiels. C'est pour se concentrer sur deux domaines bien précis, c'est-à-dire l'identification des partenaires essentiels et leur admission, leur entrée dans les établissements. Tous ces documents sont disponibles gratuitement sur notre site Web et les organisations peuvent s'en servir conjointement avec nous s'ils veulent du soutien additionnel ou alors ils peuvent les télécharger, les remplir et s'en servir pour leurs propres fins au sein de leur organisation. Et ce que je dirais, c'est que il ne s'agit pas d'un programme indépendant. Il s'intègre tout à fait au travail que vous avez fait dans le cadre de soins de longue durée plus. Donc, Essentiel Ensemble et LTC ou SLD plus fonctionnent main dans la main. Essentiel Ensemble, c'est un moyen pour vous d'obtenir du soutien additionnel et vous serez toujours appuyé par SLD+. Et enfin, nous avons aussi des modules d'apprentissage. Ce sont des activités autodirigées, mais nous avons aussi des ressources et des outils sélectifs qui sont disponibles sur notre site Web. Et ils sont également offerts gratuitement. Et la dernière étape sera des vidéos enregistrées avec certaines organisations qui ont déjà peut-être cheminé un peu plus, qui ont déjà fait une partie de ce travail et qui partagent leurs leçons issues de leur expérience. Et quels sont les éléments sur lesquels ils se sont concentrés pour mettre au point leur politique. Et enfin, si vous êtes intéressé à avoir un soutien additionnel grâce à de l'apprentissage entre pairs ou de l'encadrement, vous pouvez vous inscrire au programme. Alors, sur ce, nous allons vous permettre de poser des questions concernant Essentiel Ensemble. Et je vais demander à Tania d'animer cette séance. Merci, Jessie et Carole. Tandis qu'on attend de voir s'il y a des questions dans la boîte de dialogue, Carole, il y a quelques observations concernant la variation dans les pratiques concernant la présence des familles selon le milieu. Par exemple, les salles d'urgence sont identifiées par Catherine Fries dans son exposé. Est-ce que vous avez quelques observations à faire là-dessus? Vous avez fait, je pense, un tour d'horizon avant de mettre au point le programme. Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, alors excellente observation. On constate qu'il y a beaucoup de variations dans la présence des familles dans toutes sortes de milieux. Et parfois, on a du mal à comprendre. Je dirais que le point focal de Essentiel Ensemble au tout départ concernait, ou plutôt Meilleur Ensemble concernait le secteur hospitalier. Essentiel Ensemble a élargi sa portée. Et on parle de milieux hospitaliers et de milieux non hospitaliers. Donc, le programme et ses recommandations de politique visent à fournir des pratiques cohérentes. On vous a présenté les 7 éléments de notre travail. D'abord, l'identification des proches aidants, ensuite, leur accès à l'établissement, mais on espère qu'avec les recommandations, on pourra commencer à constater davantage d'harmonie partout dans les établissements de soins. Mais étant donné la variation qu'on constate partout au pays, le contexte local et le fait que beaucoup d'endroits sont passés à des codes, des zones différentes, gris, rouge, orange, enfin, ça signifie qu'il y a parfois des niveaux de dépistage différents, le port de pays qui peuvent varier, ou alors le type de formation qui est nécessaire. Parce qu'il y a des cas où on a entendu parler
de partenaires de soins essentiels qui peuvent être présents avec leurs proches, même parfois lorsqu'il s'agit d'unités de patients positifs à la COVID, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, on espère qu'avec ces recommandations, on pourra un peu niveler ces variations, surtout pour les éléments clés. Mais les éléments fondamentaux sont tous les mêmes. Ça commence par la distinction entre le visiteur et le partenaire essentiel de soins et reconnaître la valeur que contribue le proche aidant dans les soins du résident. Merci. Alors, merci à tout le monde qui partage des ressources et des liens dans la boîte de dialogue. C'est formidable de voir la richesse des ressources que l'on peut réunir dans ce webinaire. Alors, vous avez encore l'occasion de poser des questions dans la boîte de dialogue. Alors, tandis qu'on attend ces questions, on remerciera Jessie et Carole pour cet excellent survol d'Essentiel Ensemble. Nous vous encourageons à nous écrire si vous avez des questions additionnelles suite au webinaire. On veillera à vous mettre en contact avec les personnes responsables dans le programme de soins de longue durée. Sur ce, je vais inviter le docteur Brenna Wojcicki qui nous présentera un survol de ressources associées au vaccin contre la COVID-19. Dr. Wojcicki, merci de cette occasion de prendre la parole. On m'entend bien? Oui, formidable. Alors, je suis accompagnée de Patricia Huntley, qui est directrice par intérim du programme de vaccination à l'Agence de santé publique du Canada et pourra répondre à vos questions avec moi. Alors, l'objectif de la séance d'aujourd'hui est de présenter les ressources que nous avons mises au point à la SPC, à la fois pour les prestataires de soins, mais aussi pour le public en général. Il s'agit de documents qui sont conçus pour renforcer la confiance du public et des prestataires. Alors, à commencer par les prestataires de soins, on constate qu'ils sont évidemment très importants sur le plan de l'influence auprès du public. On sait que c'est le cas pour le vaccin de la grippe, par exemple. Les prestataires de soins sont la source d'information principale. Et lorsque les prestataires de soins recommandent l'immunisation, on sait que les gens sont généralement plus susceptibles de prendre le vaccin contre la grippe. Il est donc très important pour nous d'encourager les prestataires à s'informer, car ce seront les premiers à être admissibles au vaccin. Ce seront les premiers à recevoir le vaccin. Ils seront parmi les groupes prioritaires et leur acceptation du vaccin sera essentielle, à la fois pour leur protection, mais aussi pour celle de leurs patients. Et nous savons que plus ils seront renseignés, plus ils pourront par la suite renseigner leurs patients qui auront sans doute beaucoup de questions par rapport aux choix qui s'offriront à eux. Nous savons que pour le moment, selon les enquêtes qu'on a réalisées, 38% des répondants signalent qu'ils seront vaccinés immédiatement et 39% disent qu'ils attendront un peu. Donc, il est très important pour nous d'avoir des données probantes très solides pour les prestataires de sorte qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, mais qu'ils puissent aussi aider les patients à prendre ces décisions éclairées aussi, car ceux-ci auront sans doute beaucoup de questions à leur poser. On sait que les vaccins sont nouveaux, il y a dans certains cas une nouvelle technologie, donc beaucoup de renseignements sont nécessaires pour bien informer la population. Alors ici, il est question des renseignements que nous avons préparés, surtout pour les prestataires de soins. Et pour commencer, il y a un programme qui s'intitule PFCI, Programme de formation sur les compétences en matière d'immunisation, et c'est dirigé par la Société canadienne de pédiatrie. C'est une série de modules qui sont en place depuis un moment et qui vous présentent les éléments fondamentaux de l'immunisation, les vaccins, l'immunologie, et ils ont été rendus disponibles par vos provinces et territoires gratuitement. Alors, ces programmes vous présentent tout ce qui peut concerner l'immunisation dans le menu détail. Alors, les modules sont gratuits.
On travaille à l'heure actuelle à la mise au point de modules concernant la COVID-19 et on s'attend à ce qu'ils soient disponibles en février. Ensuite, l'autre chose à laquelle nous avons travaillé, c'est une série de webinaires. Il y en a une série, je vais les présenter dans le détail lorsqu'on arrivera à une de ces diapositives vers la fin. On a eu beaucoup d'intérêt pour ces webinaires qui présentent les éléments fondamentaux, des moyens par lesquels on approuve les vaccins, comment on prend des décisions par rapport à la recommandation des vaccins, et ensuite des particularités concernant le vaccin contre la COVID-19 qui est disponible ou qui pourrait être disponible. Alors, je vous donnerai les liens à la toute fin pour trouver ces webinaires qui sont une excellente source de collecte d'informations pour ce vaccin contre la COVID-19. Et bon, nous savons que les fabricants approuvés pour le moment sont Pfizer et Moderna. Ils nous ont également donné du matériel de formation et sur leur site web, on constate qu'il existe aussi des webinaires fort utiles. Et il y a aussi Canvax. Canvax a un répertoire national qui regroupe des ressources très intéressantes et on vous donne le lien également. L'autre chose que l'on met au point à la STC, c'est une trousse d'outils pour les prestataires. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez une série de ressources. Certaines sont déjà mises au point, d'autres sont en cours d'élaboration, dont des fiches d'information, infographies, foires aux questions et vidéos, ainsi que des conseils de communication et un guide sur la confiance à l'égard des vaccins. Toutes des choses qu'il faut pour faire la promotion des vaccins auprès de résidents, de patients et de clients. Cette trousse d'outils sera distribuée par l'entremise d'ordre professionnel, mais aussi par l'entreprise d'associations diverses par voie de courriel et on espère que ce sera disponible à la fin du mois. Ce sera un regroupement d'outils évolutifs et cela s'appuie sur une enquête qu'on a envoyée aux prestataires qui cherchent à connaître leurs besoins en matière d'information. Et nous avons eu d'ailleurs des réactions de plus de 14 000 prestataires à notre enquête. Donc, c'est ce qui forme la base de cette trousse d'outils qui, je le rappelle, sera évolutive. La prochaine diapo concerne les outils que l'on met au point pour le public, le grand public. Alors ici, on se concentre sur des réponses à des questions pour renforcer la confiance du public, tandis que les gens passeront en revue l'information disponible concernant les vaccins disponibles. On cherche plus précisément aussi à segmenter l'information selon le groupe, c'est-à-dire les personnes d'origine autochtone, ethnique et les prestataires de soins. Cela sera accompagné de vidéos explicatives appuyées sur des données scientifiques qui expliquent le vaccin, qui présentera comment on met en point un vaccin, comment il est approuvé, comment il est distribué, comment il est surveillé, toujours dans le but d'offrir des renseignements détaillés de sorte que le public comprenne la rigueur et la sécurité derrière l'autorisation des vaccins et le suivi de leur innocuité, de sorte que le public puisse se sentir confiant lorsqu'il prendra une décision par rapport à l'obtention de ces vaccins. Il y aura des vidéos, des fiches d'information, des infographies sur les vaccins contre la COVID-19 qui seront rendues disponibles pour donner de bonnes informations et surtout contrer la mésinformation et la désinformation. On aura une présence dans les médias sociaux et on travaillera avec nos partenaires existants ainsi que de nouveaux partenaires pour veiller à ce que cette information soit ciblée convenablement et communiquée le plus largement possible. On a aussi une campagne s'adressant aux enfants et celle-ci devrait être déployée de janvier à mars pour renforcer la confiance des parents dans ces vaccins. Et ensuite, nous allons cibler certaines populations quand les premières doses de vaccins. Vous savez peut-être que les vaccins seront distribués selon des groupes prioritaires. Donc, nous allons d'abord concentrer nos réclames sur les populations qui sont admissibles à l'obtention du vaccin. Et nous allons insister aussi sur le fait que les mesures de santé publique doivent continuer. Les vaccins sont un élément très important dans la lutte contre l'épidémie, mais ce n'est pas le seul outil. Et il faudra continuer de rappeler, tandis que les gens sont vaccinés, qu'ils peuvent arrêter de porter leur masque et se réunir en grand groupe. Ces mesures devront continuer d'être en place pour
une période assez prolongée jusqu'à ce que l'épidémie soit contrôlée. Et ensuite, on pourra modifier les mesures selon l'évolution de cette épidémie. Mais il faut vraiment contrôler l'épidémie, contrôler les foyers d'infection avant de pouvoir alléger ces mesures de santé publique. Et jusqu'alors, il est très important de les rappeler. Alors, cela fera partie des matériaux promotionnels conçus pour le public. Ici, je vais passer en revue certains des documents déjà disponibles et vous avez d'ailleurs les hyperliens vers ces ressources. Alors, à l'ASPC, vous trouverez de l'information sur les vaccins à base d'ARNM. On sait que c'est une technologie disponible. Il y a d'excellents renseignements qui expliquent la technologie ARNM. Le Comité consultatif national sur l'immunisation est le groupe qui établit les recommandations pour les vaccins au Canada. Donc, suite à l'autorisation des vaccins par les organismes de réglementation, c'est-à-dire dans ce cas-ci Santé Canada, le comité consultatif examine ces vaccins et détermine qui devrait obtenir ce vaccin, quelle est l'efficacité du vaccin, et ainsi de suite. Et leurs déclarations sont disponibles si vous suivez cet hyperlien. Et c'est un aperçu assez détaillé de ce vaccin. Et ensuite, sur notre site Web, vous avez un guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19. Ce document concerne tous les enjeux logistiques, c'est-à-dire combien de gens vous faut-il pour vacciner un certain nombre de personnes, comment établir votre clinique, quelles sont les fournitures dont vous avez besoin. Tout cela est disponible. Bon, ça ne s'adresse pas exclusivement aux établissements de soins de longue durée, mais ça vous donne un aperçu général de la planification de ce type de clinique. Ensuite, le lien suivant est le webinaire sur les fondements à l'intention des prestataires de soins. Donc, on explique le rôle de l'organe de réglementation, le rôle du Conseil consultatif national de l'immunisation et un aperçu général des vaccins qui pourraient être rendus disponibles au Canada, comment ceci fonctionne, et ensuite une information plus précise sur les 2 vaccins déjà approuvés, Pfizer et Moderna. Ensuite, le lien suivant concerne un webinaire où on trouve les recommandations du Comité national de l'immunisation, entre autres pour le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna. Par ailleurs, les 2 fabricants ont d'excellents renseignements sur leur site Web et c'est pourquoi j'y ai inscrit les liens vers leur site Internet. Et j'ai aussi trouvé des ressources intéressantes pour les établissements de soins de longue durée dans une trousse qui est préparée par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Et donc, vous y trouvez le lien à l'écran. La dernière diapositive que je vous présenterai vous donne des renseignements sur les ressources qui sont soit élaborées, qui sont en cours de modification ou en cours d'élaboration. Alors, je vous ai déjà dit qu'on avait un guide pour les cliniques de vaccination. À la fin de ce document, vous avez des exemples de formulaires qui vous permettent d'obtenir le consentement des résidents, donc une fiche d'information sur le vaccin, le formulaire de consentement et aussi une feuille de renseignement à donner après la vaccination. Ceux-ci ont été conçus pour le vaccin Pfizer, c'était le premier qui était disponible, mais on les refond de sorte qu'ils puissent couvrir à la fois le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna. Il y a aussi 2 autres ressources qui s'adressent aux prestataires de soins et qui entrent dans le menu de détail par rapport à l'utilisation, l'efficacité du vaccin, les essais cliniques, mais aussi comment manipuler le vaccin. Alors, ce sont 2 ressources additionnelles qui feront partie de notre trousse d'outils. Alors, je vais m'arrêter ici. C'était simplement un avant-goût de l'information qui sera disponible, mais je sais que cette information a été compilée pour vous et donc nous serons heureux à présent de répondre à vos questions si vous en avez. Alors oui, nous avons déjà quelques questions qui s'adressent à vous. La première nous provient de Liliane à l'Université de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a des documents qui ont été mis au point pour les personnes âgées et leurs familles? Alors, je pense que la trousse d'outils du CDC aux États-Unis a de l'information pour les résidents et les familles. Pat, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose?
Ah, peut-être qu'elle peut saisir la réponse dans la boîte de dialogue. Alors, je ne pense pas que nos documents s'adressent plus précisément à ce groupe, mais il y a de l'information sur le site du CDC, Center for Disease Control. Deuxième question nous provient de Jennifer Simon de Alberta Health Services. Est-ce que les documents traitent de la crainte des aiguilles pour renforcer le niveau de confort des adultes? Oui, je pense que dans la trousse que vous réunissez, il y a de l'information sur la crainte des aiguilles. L'information concerne surtout la douleur et dans ce cas-là, elle s'adresse surtout aux enfants, mais il y a de l'information pour les adultes et je pense que c'est en cours de c'est en cours d'élaboration. Ensuite, nous avons Catherine Fries, peut-être plus une observation. Ce serait peut-être intéressant de faire circuler de l'information pour que les influenceurs clés, par exemple les groupes consultatifs des provinces, les conseils consultatifs des provinces et territoires puissent identifier ces groupes. C'est un moyen d'influencer, si vous voulez, l'opinion publique par rapport au vaccin. Oui, c'est une excellente observation, merci. Une autre question de l'Université de la Colombie-Britannique, Liliane, qui dit elle a entendu que les résidents et les familles ont donné leur consentement sans vraiment avoir l'opportunité de se renseigner sur le vaccin. Alors, merci de nous avoir communiqué ces ressources, ça nous aidera beaucoup. Une autre question qui nous provient de Jennifer Simon d'Alberta Health Services. Comment le public est-il consulté lorsque vous mettez au point ces documents? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas tout à fait sûre. Je sais, comme je disais un peu plus tôt, pour les prestataires de soins, qu'effectivement, on a beaucoup consulté les prestataires. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de nos prestataires pour l'enquête qui est la base des documents, mais je ne peux pas parler au nom des consultations concernant la consultation auprès du public. Quelqu'un d'autre qui nous dit que c'est formidable que ces ressources existent pour contrer le mouvement anti-vaccination. Une autre question de Eden Care Communities. Y a-t-il une information initiale sur les symptômes, leur sévérité et leur durée suite à la une deuxième vaccination du vaccin Pfizer? Eh bien, nous n'avons pas d'informations concernant cela, mais nous avons l'information des essais cliniques. Et dans une des ressources que j'ai évoquées à la toute fin, vous avez un résumé des effets secondaires et de l'information sur la sécurité des deux produits. On vous donne la ventilation après la première dose et la deuxième dose. Et on sait qu'il y a plus d'effets secondaires après la deuxième dose, ce qui signifie sans doute qu'on a une meilleure immunité. C'est une bonne nouvelle au final, c'est-à-dire qu'on a sans doute une meilleure protection contre la maladie. C'est soit la dernière ressource ou l'avant-dernière ressource qu'on affichera publiquement qui contiendra précisément les effets secondaires. Mais cette information se trouve dans la monographie du produit. Donc, si vous allez sur le site du fabricant, vous allez pouvoir trouver cette information. Donc, tous les effets secondaires après la première et la deuxième dose. Une autre question de Dale Sheriff, de Sheriff Medical. Sur le site web que vous avez donné sur les vaccins Moderna, on dit que ce type de technologie est élaboré plus rapidement, mais ça ne remplace pas les essais cliniques à grande échelle qui doivent être mis en place pour vérifier l'innocuité des vaccins. Est-ce que vous trouvez que ces essais doivent être en place pour vérifier la sécurité des vaccins? Alors, comme on le disait, ce sont de nouvelles technologies. On ne s'est pas servi de la technologie RNA-M, même si elle a été à l'étude dans le passé. C'est très emballant, c'est une technologie vraiment intéressante pour l'avenir, mais comme je le disais un peu plus tôt, c'est surtout que leur production se fait beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi ils sont intéressants. Cela dit, je pense que cette technologie a été étudiée sur beaucoup de personnes. Pour Pfizer, il y avait 30 000 personnes. Non, Moderna, par exemple. 30 000 personnes, 15 000 qui ont reçu le vaccin actif. Et dans Pfizer, c'était 44 000 participants, dont la moitié ont reçu le vaccin actif. Donc, on sait, à brève échéance, que les vaccins ont un excellent rendement et qui sont très sécuritaires. Ce que l'on doit vérifier, à la fois pour l'efficacité et pour la sécurité, c'est évidemment la longue durée. Enfin, on ne s'attend pas à un problème d'innocuité sur la durée, mais ils n'ont été utilisés que
sur la moitié des participants pendant une période de 2 mois. Donc, on ne sait pas quelle est leur efficacité ou quels sont les effets secondaires sur le très long terme. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème de sécurité, outre les réactions allergiques à ces vaccins. Donc, les mêmes précautions s'appliquent lorsqu'on a une allergie, c'est-à-dire que vous devez être formé en la gestion de choc anaphylactique, enfin de réaction allergique. Donc, lorsque vous prévoyez les cliniques, cela doit faire partie de votre mise en place. On sait qu'on peut gérer ces réactions. Alors, il est important de veiller à ce que les ressources soient disponibles. La prochaine question concerne la réaction des administrateurs lorsque les professionnels refusent de recevoir le vaccin. Alors, je ne sais pas si vous aurez une réponse, mais je sais que ça sera l'objet de notre webinaire le 8 février. Est-ce que vous connaissez des politiques en place où, lorsque les professionnels refusent d'être vaccinés? Oui, alors comme on le sait, les vaccins ne sont pas obligatoires, ils sont facultatifs, c'est un choix personnel. Alors il est très important d'essayer de comprendre les préoccupations, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à leurs questions, les aider à prendre une décision éclairée, avoir toutes ces ressources, ce sera sans doute très utile. Votre unité de santé publique locale pourra sans doute vous donner davantage de renseignements aussi. Il y aura peut-être même des cliniques. Vous savez, les vaccins sont un cadeau, si vous voulez. Ça nous permet de nous protéger et de protéger les résidents. Alors, comment communiquer cette information de manière à ce que les gens se sentent confiants et qu'ils puissent quand même faire un choix éclairé? Je pense qu'il faut les renseigner. Il faut essayer de comprendre, d'appréhender leurs réserves. Mais au final, c'est un choix personnel. Et les gens qui travaillent dans les établissements de l'INJ doivent reconnaître que oui, c'est leur choix, mais ça a un impact sur les résidents qui eux-mêmes peuvent faire le choix d'être protégés, mais on sait que très souvent, le personnel peut être un vecteur d'infection. Alors, si on peut protéger à la fois les résidents et le personnel, on pourra certainement endiguer les éclosions. Alors, même si c'est un choix personnel, ça a certainement un impact dans l'installation tout entière. Alors, on a deux questions concernant le report de la deuxième dose. Alors, je vais essayer de les combiner pour qu'on puisse terminer à l'heure. Alors, il y a certaines provinces qui vont reporter la deuxième dose. Donc, il y a certaines questions relatives. Est-ce qu'on peut reporter la deuxième dose? Quel est l'impact? Est-ce que ça mine l'efficacité du vaccin? Et quel sera l'impact sur le déploiement des vaccins? Alors, excellente question. Alors, on sait qu'une dose, à partir des essais cliniques, si on attend plus, bon, on sait que le vaccin ne fonctionnera pas forcément dans les 14 premiers jours, mais dans les essais cliniques, on sait qu'une fois que la protection a commencé, même une seule dose semble vous donner une bonne protection, autant que 90 Ce qu'on sait, non, 92 ce qui est très proche de la protection qu'on obtient à partir des 2 doses, c'est-à-dire 95 Donc, on sait qu'une dose vous donne 92 de protection, 2 doses, 95. Donc, c'est presque identique. Ce qu'on ne sait pas concernant cette dose unique, c'est combien de temps la protection durera. Parce qu'on sait dans les essais cliniques, tout le monde reçoit la deuxième dose, presque tout le monde reçoit la deuxième dose. Alors, si vous avez la stratégie à une dose, bon, ce n'est pas que c'est une stratégie à une dose, tout le monde aura une deuxième dose, mais on reporte la deuxième dose, on prolonge l'écart entre les deux doses, il est important de faire le suivi de sorte que les personnes qui n'ont qu'une dose maintiennent leur niveau de protection. Et si on constate au fil du temps qu'ils n'ont pas reçu leur deuxième dose et qu'ils ne maintiennent pas leur niveau de protection, c'est à ce moment-là de leur offrir la deuxième dose. Alors, généralement, on recommande que la deuxième dose soit administrée dans les 42 jours de la première, mais on sait que certaines provinces vont prolonger l'intervalle. Et tant que c'est suivi de très près, ça devrait être une possibilité sécuritaire, pourvu que la protection de la première dose dure suffisamment longtemps. Pour le moment, on sait qu'il y a une bonne protection pour la première dose, mais on ne sait pas combien de temps elle dure. Formidable. Merci infiniment, docteur, d'avoir présenté ces ressources et d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous avez certainement suscité beaucoup de questions de la part du groupe. Alors, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et nous continuerons de vous envoyer des questions tandis que nous les recevrons. Alors, nous allons revenir à notre exposé simplement pour vous dire que nous essayons de cumuler ces ressources. Nous les compilons pour les afficher sur notre site Internet. Alors, depuis quelques semaines, des collègues et moi avons réuni des ressources pour aider les établissements à se préparer
à l'administration des vaccins. Alors, la page de site web que nous avons mise au point est un répertoire de ressources disponibles provenant de divers endroits, dont l'Agence de santé publique du Canada, le gouvernement du Canada et d'autres groupes, dont Solutions for Kids in Pain, SKIP, Solutions pour la douleur chez les enfants. Ce n'est pas un répertoire exhaustif. Cela dit, c'est un complément de l'information que l'on trouve dans les provinces, territoires et dans les régions. Et vous allez voir qu'il y a un lien vers tous les sites web de provinces et territoires sur cette page web. En plus des ressources sur les provinces, territoires et les régions, ce site web sera divisé en 4 catégories. La section 1 et 2 comprend un guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19, ainsi que les caractéristiques, manipulation et administration des vaccins contre la COVID-19, à la fois pour Pfizer, BioNTech et Moderna. Dans les sections 3 et 4, vous avez de l'information qui s'adresse aux prestataires dont on peut se servir pour encourager l'acceptation du vaccin, dont des guides pour orienter les conversations avec à toutes les personnes concernées et de l'information qui permet d'améliorer l'expérience vaccinale, surtout si les gens hésitent en raison de la douleur, de l'angoisse et la peur des aiguilles, qui est une préoccupation, comme on le sait. Nous envisageons de mettre à jour cette page Internet régulièrement pour y ajouter des informations tandis qu'on les recevra et aussi pour répondre aux besoins des établissements de soins de longue durée qui travaillent avec nous dans le cadre du programme SLD+. Je sais que vous êtes nombreux à avoir partagé les ressources. Continuez de le faire. Nous voulons continuer d'ajouter à cette page et dites-nous s'il y a des lacunes que l'on puisse ajouter à ces ressources pour les combler. Je vous rappelle que les ressources des sections 1, 2, 3, 4 sont disponibles dans les 2 langues, donc en anglais et en français. Cependant, il y a certaines dans la section 3 qui n'ont pas encore été traduites, alors nous travaillons très fort pour veiller à ce que ce soit fait. Et si vous avez d'autres besoins sur le plan des adaptations ou des questions linguistiques, veuillez nous écrire à notre adresse électronique. Le 8 février, il y aura un webinaire sur le déploiement des vaccins dans les établissements de soins de longue durée. Mais histoire de vous montrer quel genre de ressources il sera présenté sur le site web et dans le webinaire, je vous donne cet avant-goût. Il y a une ressource qui a été mise au point par Anna Tario et ses collègues, professeur de pharmacie à l'Université de Toronto, chercheur principal à SickKids et chercheur à Mount Sinai. Donc, ce sont des recommandations pour réduire la douleur liée à la vaccination chez les adultes et diverses stratégies. L'autre exemple, qui pourra surtout intéresser les établissements de soins de longue durée, est une ressource qui a été mise au point par le docteur Thomas Rajalopoulos, qui a mis au point un outil pour les adultes qui ont un handicap cognitif. Alors, nous continuons d'offrir cette série d'apprentissages, des caucus nationaux. Nous acceptons des inscriptions au programme. Et vous pouvez aussi obtenir un financement de démarrage pour attendre 10 000 $. Alors, évaluez votre situation grâce à nos outils et joignez-vous à nous pour renforcer votre état de préparation aux pandémies. Alors, nous avons 351 partenaires. Ce sont des demandes qui ont été envoyées et approuvées. Et nous continuons d'élargir la communauté au fil de l'année, tandis que nous continuons de partager de l'information et de l'expertise pour vous encourager à continuer dans vos efforts. Alors, notez à vos agendas que le prochain caucus aura lieu le 21 janvier à 14 heures. Et le 8 février, nous présenterons l'expérience de 2 endroits qui ont vécu l'administration des vaccins. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer à notre adresse électronique et merci infiniment d'avoir été des nôtres. On se réjouit de vous retrouver dans les semaines à venir.